La neige glacée a partout remplacé la boue. La boue, la gadoue, glissante et gluante, collante ou ruisselante. La boue, souillant et alourdissant tout, fondant tout d'une détrempe, d'une humidité qui pénètre jusqu'à la peau et que rien n'assèche des jours durant. La neige, le froid glacial sont venus renouveler et aggraver la peine des hommes. Depuis près de 25 ans, on n'avait pas connu d'hiver aussi rigoureux. Du point de vue de l'action guerrière, ces dernières semaines, rien n'a signalé aux historiens. Mais à nos cœurs, à notre admiration, comment ne pas signaler ces souffrances vaincues de jour et de nuit par l'énergie, la résistance des hommes de l'avant? Actuelle, l'existence et l'organisation des troupes face à l'ennemi sont différentes de ce qu'elles étaient au cours de la précédente guerre. Évoquons-les pour ce qui est de l'infanterie. En avant de la ligne Maginot, une division d'infanterie prend position avec ses 3 régiments accolés. Chaque régiment se couvre face à l'ennemi par un de ses bataillons représentant théoriquement à peu près 1 millier d'hommes. En fait, c'est ce bataillon qui forme les avant-postes et fournit la matière de tous les communiqués. Il peut lui être adjoint des motocyclistes et de l'artillerie. La zone confiée à chaque bataillon s'appelle quartier. Chaque quartier est divisé en 2 sous-quartiers, confiés chacun à une compagnie. Ces 2 compagnies accolées constituent la ligne de résistance, en avant de laquelle la compagnie déploie une ligne de surveillance constituant les postes et fournissant les patrouilles. Les postes ont pour mission de surveiller leur zone et de signaler l'approche de l'ennemi ou de le retarder par leur feu. Les patrouilles ont une triple mission: explorer le terrain, échappant aux guetteurs, déceler les positions exactes de l'adversaire et tendre des embuscades aux patrouilles ennemies. Ainsi donc, face à l'ennemi, le bataillon s'organise en 3 échelons. La réserve est constituée par ce qui reste de fusiliers, voltigeurs, de sections de mitrailleuses, d'engins divers. La vie des postes est dure. Le terrain est organisé et camouflé sommairement. Les hommes veillent, l'arme à portée de la main, la nuit comme le jour, et la moitié au moins de l'effectif reste en tout temps éveillé. Les ravitaillements sont devenus plus difficiles dans le froid glacial. Les vivres, solides et liquides, gèlent jusque dans les bidons, n'apportant qu'un incomplet réconfort à l'homme transi, à qui est impossible, en vue de l'ennemi, le seul et bienheureux remède, le feu. Les chiens de liaison, transmettant les messages en passant partout avec la ruse et l'habileté la plus intelligente, sont les fidèles et affectueux amis des hommes, isolés dans la solitude glacée des petits postes. Ainsi vit le front d'une activité en vérité incessante. Surveillance toujours en éveil, lutte contre les patrouilles adverses, ruse de l'ennemi à déjouer, coup de main à repousser. Ainsi, une héroïque ténacité, un tragique quotidien, anime-t-il d'un vivant commentaire ce qu'exprime l'absence de changement important dans les positions adverses, ces simples mots: rien à signaler. L'action de guerre ainsi réduite, l'action militaire se poursuit en constant renforcement et multiplication des travaux, stratégiques principalement, dotant sans cesse le front et l'arrière-front de nouvelles facilités de transport et de passage. Besognes obscures à longueur de journée monotone,
Besogne dont le mérite et la valeur ne sauraient être méconnus. 5 mois de dur labeur qui transformèrent nos soldats en travailleurs de tous les corps de métier ne nous ont pas seulement dotés de travaux constituant un formidable appareil de guerre, mais encore, par l'énergie physique, l'ingéniosité, les facultés d'adaptation chaque jour révélées à leur occasion, ils témoignent eux aussi des vertus les plus précieuses, la force morale, l'aptitude à attendre en toutes conditions. Actuelle de cette guerre, justement dite guerre des nerfs, guerre d'usure, une longue et ferme patience, un allant résistant même à l'inertie, constituent à eux seuls un héroïsme quotidien. Paradoxal héroïsme dans la passivité, dont la constance conditionne le succès au même titre que l'héroïsme dans l'action, sous les feux les plus meurtriers, conditionna notre précédente victoire sous un symbole plus que jamais exemplaire de ténacité et de résolution, Verdun. Monsieur Albert Lebrun, président de la République, est venu dans l'immortelle cité rendre hommage aux armées et remettre la médaille militaire aux généraux d'armée Carence et Bellague. « 1916-1940. À nouveau, à l'appel aux armes, toutes les forces vives de la nation répondent présent. Comme répondent présent toutes les forces vives de l'Empire britannique. Tandis que se préparent à partir les conscrits de chacun de nos villages, nous arrivent les contingents, ici canadiens, des plus éloignés des dominions anglais. Chez les uns comme chez les autres, bat un cœur généreux au rythme des mêmes souvenirs, aspirant à la même gloire où leurs aînés s'illustrèrent. Il y a 20 ans, le corps canadien a brisé la charnière de la ligne Hindenburg, enfoncé 30 km de lignes allemandes, disloqué 60 divisions, pris 1000 mitrailleuses et canons, délivré 50 villes et villages français. Rendons hommage aux conscrits alliés, à leur joie bruyante et gamine, signe de leur grande confiance. En 90 secondes de combat, 2 de nos chasseurs descendirent cet appareil à Inkel,
que son équipage eut tout juste la ressource d'incendiaire au sol avant d'être fait prisonnier. Ces oreilles géantes sont des orthophones, microphones orientés qui permettent de déceler l'approche de l'avion ennemi. Dès qu'un appareil est signalé, les lunettes de visée interviennent et aussitôt les observations combinées de ces deux remarquables instruments, le guetteur et l'écouteur, s'inscrivent automatiquement en données, distance, direction, altitude, vitesse de l'avion, en valeur et en direction. L'alerte appelle à leur poste les servants du télémètre géant et ceux des pièces. Le télémètre géant, merveilleuse machine à calculer, véritable cerveau d'acier, transmet automatiquement les données du tir résultant des visées constantes de ses 12 servants. C'est cette prodigieuse machine qui tient le tube des canons pointé, braqué de seconde en seconde vers la position mystérieuse qu'occupera l'avion lorsque les obus arriveront à sa hauteur. Le déclenchement du tir peut même se faire électriquement à partir du télémètre lui-même. Le tir se fait par salve de 3, en jetant les éclats dans une large zone de mort. Il est capable d'abattre en quelques salves un but se déplaçant parfois à 200 mètres à la seconde. Derrière le rien à signaler des communiqués, la vie quotidienne de notre front est faite d'une veille constante, dans l'attente résolue de la guerre, la vraie guerre dont le théâtre pour l'instant est la Finlande, et a pour magnifiques héros les Finnois.